Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Shin Tok Tok Outport avec aujourd'hui le Doogee F3. Donc le Doogee F3 c'est ce téléphone chinois que je vous ai déjà présenté en vidéo de déballage. Donc la vidéo de déballage elle sera ici au montage. Donc ce téléphone chinois qui se veut vraiment ambitieux et en même temps sur la marque il se veut... Oula je vous ai déjà spoilé quelque chose. En même temps qu'il se veut haut de gamme alors que pourtant il a un prix d'entrée de gamme parce que ce téléphone je l'avais acheté sur TinyDeal il y a maintenant un mois et demi, 2 mois au prix de 119 €. Il m'a été livré par Singapore Airmail, 10 jours environ après son expédition, et j'ai rien à dire de spécial sur Singapore Airmail, qui a fait un bon boulot, sans que le paquet ressemblait pas mal quand même à celui de Post Airmail. Donc, un petit mail, excusez-moi. Et donc voilà, la livraison, j'ai vraiment rien à dire au-dessus. Par contre, on va voir quelques petits points avant de commencer le test. C'est déjà pour commencer le fait que je vais devenir plus sévère avec les smartphones, vu que dans les commentaires des vidéos, j'ai des remarques de personnes me disant que je suis trop gentil dans ma critique, donc... Maintenant, je serai beaucoup plus sévère, et d'autant plus avec ce Doogee F3, téléphone en précommande, que j'ai eu la chance d'obtenir dans la première vague d'envoi, et qui, en plus, aura sa deuxième vague d'envoi seulement le 31 octobre. Donc, pour ceux qui ont envie de savoir, je tourne cette vidéo le 24 octobre, voilà. Au moins, vous êtes fixés là-dessus. Donc, voilà. J'essaie de tourner cette vidéo juste avant la seconde vague de précommande, et dites-vous qu'il y a bien une raison. Par contre, je vais m'excuser tout de suite aussi du fait qu'il y aura sûrement des petits problèmes de micro pendant le tournage. C'est le fait que j'utilise un nouvel angle de caméra qui maintenant est vraiment plus sur la table, et ce qui fait que j'ai plus besoin d'utiliser de trépied pour mettre mon téléphone quand il est sur la table. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je m'excuse d'avance pour le micro qui risque d'être un petit peu fluctuant. Autre petite remarque avant de commencer le test, ce téléphone, comme le 15 long G9000 a cassé. Et oui, l'arrière de ce téléphone qui est en verre a cassé. Comme vous pouvez le voir ici, sur une chute totalement banale, sur une chute de la hauteur de ma poche, donc c'est pas non plus une chute volontaire, enfin c'est une chute involontaire oui, mais qu'il n'y a pas eu de genre de force dessus, j'ai pas besoin d'ajouter le téléphone. Donc c'est une chute qui est vraiment relativement, on va dire, banale, et ce téléphone a cassé. Donc vous pouvez déjà avoir un point négatif avant même que le test ait commencé. D'ailleurs, au final, attends, je comprends pourquoi dans le pack il fournissait cette petite coque dans la boîte. Maintenant je comprends un petit peu, c'est qu'ils savaient d'avance que leur téléphone était pas très solide. Donc voilà, c'est déjà un très mauvais point avant même de commencer la vidéo. Pour ce qui est de l'unboxing, je vous en ai parlé avant, vous irez la voir, si vous irez le voir si vous avez envie, sachant que j'avais déballé ce téléphone là et un autre téléphone, qui est celui que je teste en ce moment normalement, c'est le InFocus M810T, que vous aurez en test d'ici, je pense, 2 semaines. Donc voilà, commençons la partie de test par les temps de démarrage et les temps d'éteignage, et je vous avoue que je ne me suis pas amusé à les calculer, donc autant pour moi. Je vous rassure, ils sont relativement rapides, c'est environ 30 secondes pour l'allumage et une quinzaine de secondes pour l'éteignage. Donc c'est totalement convenable. Pas de musique au démarrage, c'est une bonne chose. Commençons la partie hardware pour ce téléphone avec l'écran. Donc avant de commencer la partie hardware sur l'écran, je vais quand même rouvrir la boîte, que je vais d'ailleurs retirer parce que... Voilà. Alors ce que vous avez entendu là, c'est les bouts de verre que j'ai gardés du téléphone. Donc je vais vous les montrer aussi en caméra avant de passer à autre chose. Voilà les jolis bouts de verre du téléphone qui se sont barrés. Et comme vous pouvez voir, vraiment le verre à l'arrière du téléphone est vraiment très très fin. Je sais pas si j'arrive à faire un focus dessus. Mais c'est vraiment très 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 fin. Clairement là, je vous le dis, c'est coupant. Ça j'ai mis de doigts dessus. Et c'est très dangereux. Sincèrement c'est dangereux. Donc je pense que ce dos en verre sur ce téléphone, c'est pas une bonne idée. Donc je vais juste revenir s'appelle sur le petit livret de démarrage rapide. Lors du déballage, je vous avais montré qu'il contenait de la pub pour le téléphone. Et l'une des pubs qu'il y avait déjà pour ce téléphone, c'était son écran. Donc voilà, Quick Start Guide. Où est-il? Voilà. Je vais quand même vous remontrer. Si ça veut bien faire le focus. Voilà, 5 pouces, avec des bords de 1 mm, un écran 2,5D. Et je crois qu'il marquait où que c'était fait par LG. CMC, machin bidule, c'est où pour LG? Ah zut, je retrouve pas. Bref, ils disent aussi que c'est un écran fait par LG. Là, ils le marquent pas. Bon, voilà. Hein. Donc, est-ce que cet écran fait par LG qu'ils vendent sur le site internet et sur même dans le paquet du téléphone est-il si bon que ça? Clairement, non. C'est un écran 720p sur 5 pouces, donc c'est 294 pixels par pouce. Et clairement, c'est un écran qui n'est pas de première qualité selon moi. Doogee, ils nous vendent cet écran comme étant un écran LG, mais clairement, ils ne devraient pas parce que c'est vraiment pas un écran fabuleux du tout. Donc je sais pas vous le montrer là. Mais déjà, si on fait un petit focus par exemple sur les petites écritures, si c'est possible. En caméra, je sais pas si ça se voit, mais
on voit les pixels sur les petites écritures telles que l'heure, les petites notifications, tout ça. On voit les pixels, alors que par exemple sur un téléphone comme sur le M-Star S700, qui est quand même un téléphone no name à l'origine, hein, encore plus que Doogie, et ben il n'y a vraiment aucun problème avec ton écran. C'était un écran où on ne voyait pas les pixels. Pour ce qui est des couleurs sur ce téléphone, ben, les couleurs virent au jaune comme le LG G3, donc on pourrait quasiment dire que Doogie a vraiment utilisé un écran de chez LG. Tiens, d'ailleurs, je vais me rapprocher un petit peu, faire un petit zoom. Yup, voilà, faisons un petit zoom. Je sais pas si ça me fera bénéfique ou pas. La luminosité maximale elle est suffisante pour le plein soleil. Les contrastes ne sont clairement pas appréciables. Notamment quand les couleurs virent progressivement au jaune. Ouais, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez voir que l'écran va devenir de plus en plus jaune. Par contre, l'écran est relativement réactif. On peut taper relativement vite dessus sans aucun problème. C'est un écran capacitif 5 points. Je vais vous le montrer tout de suite avec Multi-Touch Tester. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai utilisé plusieurs. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, écran 5 points. Là, il n'y a pas de souci. Hop, juste en voilà. Ça vous fait déjà un petit spoiler pour tout à l'heure. Alors, il est où le petit touch tester? Il est là. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, hop, ça bug. Et nous pourrons déjà en venir à une des conclusions de tout à l'heure. Ce téléphone a des bugs qui sont vraiment totalement bizarres. Donc là, comme vous pouvez voir, le multi-touch tester est bugué. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, je vais juste vous montrer que l'écran est réactif. Mais dites-vous déjà qu'il y a un problème. C'est pas l'écran qui est genre appuyé comme ça sur la vitre, hein. Je vous rassure, l'écran n'est pas non plus appuyé de fou sur la vitre, mais c'est un bug en logiciel. Bref, l'écran est réactif, mais comme vous avez vu, j'ai pas pu m'empêcher de vous montrer d'avance les bugs de ce téléphone. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? Les bordures d'écran sont relativement fines, comme Doogie nous l'a annoncé, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Elles ne m'ont pas gêné pendant on va dire mes 2 semaines de test. La vitre à l'avant elle est relativement solide, mais bon, elle est relativement solide, mais en même temps elle n'est pas solide énormément. Bon, ça veut rien dire. Bon, bref, elle est moyennement solide, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me suis un peu perdu dans mes pensées, excusez-moi. Ce qui fait qu'on pourra facilement, je sais pas si ça arrivera à le montrer en caméra, voilà, faire des déformations assez grandes sur l'écran sans appuyer fortement. Sachant qu'en plus maintenant l'arrière est cassé, ça aide pas non plus. Par contre, pour ce qui est, donc on va enchaîner tout de suite sur la suite, pour ce qui est de la torsion du téléphone, il n'y a aucun souci, même avec l'arrière cassé, le téléphone ne plie pas. Donc au moins sur ce point-là, Doogie avait fait un effort, mais sur le point de la vitre arrière, en tout cas, c'est raté. Donc les écrans 2,5D, c'est vraiment pas très solide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore une fois? Bon, le fait que l'écran arrière la vitre arrière est cassée, donc là-dessus, j'en ai déjà parlé. Et en résumé, c'est un écran qui, même s'il est 720p, est pour moi loin d'être convaincant. Surtout vu comment il est marketé, là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et vu que je n'ai pas prévu de vidéo YouTube, et je vais vous... pas prévu de vidéo en interne, je vais chercher une vidéo sur YouTube. Voilà, une vidéo encore une fois de Keepstone End. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, Nous allons mettre en 720p. petit challenge. On peut déjà entendre le son, je vais mettre à fond. Et donc, après un long moment d'hésitation, on a décidé de vous faire le 7-second challenge. Donc la qualité d'écran n'est pas mauvaise. C'est pas non plus dégueulasse, mais bon, c'est clairement pas le meilleur écran 720p du monde. Ça, je peux vous le dire. Eh bien, c'est très simple. Donc on va avancer la vidéo. Alors déjà, petite remarque sur le Wi-Fi, hein, comme vous pouvez le voir. Le Wi-Fi pas très fort, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà pour Keepstone End. Ce groupe de filles qui est sympathique d'ailleurs, qui fait des vidéos très sympathiques. Je vous mettrai le lien en description, comme ça leur fera un tout petit peu de pub, c'est totalement mérité. Et pour revenir au téléphone, sincèrement, l'écran, vu comment il nous l'est marketé, il est clairement loin d'être convaincant. Donc pour ce qui est de la résistance, je vous en ai pas déjà parlé. Passons maintenant aux touches système. Donc les touches système qui sont les habituelles 3 touches Android, qui sont aussi des touches sensitives. À droite, nous avons le bouton retour qui ne fait que retour. Au milieu, nous avons un bouton home qui fait aussi, quand on appuie longtemps dessus, office de bouton multitâche. Et je vais dézoomer parce que je sais pas pourquoi ça fait un peu trop gros. Et le bouton ici qui est un bouton menu, voilà, et qui quand on reste longtemps appuyé dessus, quand on l'active en logiciel, entre dans un mode en fait de capture d'écran personnalisé. Un petit peu comme sur les Galaxy Note, donc il faut faire une figure fermée, voilà. Et après on peut faire ce qu'on veut, on peut sauvegarder la capture d'écran, tout ça. Donc c'est une petite fonction logicielle offerte par Doogie, qui n'est pas dans l'Android stock, par exemple fait par Mediatek. Pour ce qui est aussi du bouton Home, si vous appuyez 2 fois dessus, en le faisant en logiciel, en activant, vous pouvez éteindre votre écran, et en appuyant 2 fois dessus, sur l'écran cette fois-ci, vous pouvez rallumer l'écran. Donc ça fait des fonctions sympathiques pour éviter d'utiliser tout le temps le bouton de volume on-off.
Donc voilà pour les touches système, et passons maintenant au haut-parleur en appel. Donc le haut-parleur en appel, j'ai pas de souci avec lui, il est de bonne qualité, même s'il mériterait d'être un petit peu plus fort. La qualité est bonne et on fera un petit effort au pire des cas pour tendre l'oreille. Pour ce qui est du son sortant de la prise jack, il n'y a pas de souci non plus, il est de bonne qualité et il sort par contre lui assez fort, là-dessus je n'ai pas du tout de souci. Pour ce qui est du son sortant du haut-parleur dorsal, donc le volume maximal est vraiment très fort, mais il n'est pas toujours qualitatif, parce qu'il se peut que certaines musiques fassent que le haut-parleur se mette à grésiller. Donc là, encore une fois, je cherche une musique sur YouTube, parce que j'ai oublié d'en mettre une dans la mémoire, je m'excuse. Donc ce haut-parleur mériterait d'être un petit peu moins puissant, pour gagner un petit peu en qualité, mais bon, c'est Dougie qui a fait ses bêtises, hein, c'est comme d'habitude. Hein. En plus, ce défaut est clairement insignifiant, parce que normalement, si je dis pas de bêtises, on peut, dans les menus développeurs de Mediatek, on peut tout simplement, quand on s'appelle, baisser le son du haut-parleur. Ce que je me suis pas amusé à faire, mais bon, c'est possible. Et comme d'habitude, on va se mettre Dub Hub tout de suite. Hop, le temps que ça arrive. Comme vous pouvez l'entendre, ça grésille. Hein. Donc le son est fort, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais clairement là ça grésille. En plus là, comme c'est trop fort, ça devient dégueulasse. Donc voilà, le haut-parleur c'est dommage, il aurait été moins fort, je pense qu'il aurait été de qualité tout à fait convenable et j'aurais rien dû à dire dessus. Mais là, malheureusement, Dougie a voulu mettre le haut-parleur trop fort et c'est totalement loupé. Pour ce qui est du micro, j'ai rien à dire en appel, je n'ai eu aucun souci pour me faire entendre. Et pour les enregistrements, comme vous entendrez tout à l'heure, par exemple pour des enregistrements vidéo, la qualité est plutôt convenable selon moi. Pour ce qui est du capteur luminosité, la variation de lumière elle est plutôt progressive et lente, donc j'ai rien à redire là-dessus. Par contre, pour le port micro USB, c'est peut-être la première fois où le port micro USB me pose problème. Pourquoi ? Parce que déjà, je vais chercher un petit câble pour pouvoir vous exprimer mon propos. Si j'en trouve un, celui-là c'est peut-être un mauvais exemple. Ouais, celui-là, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui-là, je crois. Voilà. Par exemple, prenons ce câble-là, qui est un câble que je possède depuis un certain temps. Quand vous le mettez dans le Dougie F3, je vais essayer de le mettre dans le bon sens. C'est pas l'USB-C, hein, ça se voit, c'est l'USB type B. Et voilà, quand ça rentre, et puis facilement, le câble sort. Le câble sort très facilement du port micro USB, ce qui fait que souvent, quand vous allez mettre un câble, et ben vous ne pourrez pas, par exemple, synchroniser avec votre ordinateur parce que le câble sera pas assez enfoncé, donc comme vous pouvez voir, le câble bouge dans le port et très facilement, regardez avec deux doigts, hein, le câble sort. Donc ça c'est un mauvais point pour ce port micro USB. Et en plus, il se paye le luxe, ça s'appelle d'avoir une matière à l'intérieur. Je vais essayer de faire le focus dessus. Allez, voyons s'il est fort. Allez mon ami, voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur la matière du port micro USB qui s'effrite au fur et à mesure. Donc ça se voit un petit peu moins, mais bon là c'est déjà bien entamé. Dans l'autre sens, voilà les deux marques du port micro USB. Clairement, cette matière-là est dégueulasse, elle fait tout le temps des petites peluches partout. Et clairement, c'est un mauvais point pour ce téléphone. C'est un point de design totalement raté. C'est insignifiant, vous me direz, hein, mais c'est du design. C'est de la connerie de simplement, voilà. C'est vraiment, encore une fois, la preuve que Dougie repousse une fois de plus les portes de l'amateurisme encore plus loin. Et passons tout de suite maintenant à la partie sur les appareils photo hors caméra. Pour ce qui est des deux appareils photo, donc le capteur dorsal est un capteur photo de 13 mégapixels interpolé, comme nous le dit Dougie, à 16 mégapixels. Alors encore une fois, ce capteur photo nous est surmarketé par Dougie comme étant le Samsung ISOCELL 3M2, donc un capteur photo notamment utilisé pour les Samsung Galaxy S5 et le Oppo R7, donc pour ceux qui veulent des références. Et clairement, les photos sont décevantes, elles sont bruitées, elles sont pleines de grains. Même en pleine lumière, je n'ai clairement pas apprécié ces photos. En plus, il me semble qu'en logiciel, la correction software que Samsung applique, qui est clairement très agressive, soit présente parce que je retrouve sur ces photos le même type de lissage qui est agressif, comme je l'ai déjà dit. Je le retrouve comme sur le Galaxy Note 4 d'un de mes proches. Bref, un capteur photo dorsal qui est décevant en photo. En vidéo, nous pourrons filmer jusqu'en 1080p et nous retrouvons ce même type de rendu en haute lumière, mais en basse lumière. Avec le flash, je trouve le rendu meilleur malgré un traitement logiciel de la lumière du flash qui est clairement pas très bon et qui laisse à désirer. Ça, vous le verrez au moment de l'extrait vidéo que je montrerai à la fin. Pour ce qui est de la caméra frontale, c'est un capteur photo de 5 mégapixels interpolé à 8 mégapixels.
Encore une fois, Doogie, je sais pas pourquoi ils ont interpolé des capteurs photo qui sont déjà assez hauts en termes de mégapixels. En pleine lumière, le capteur frontal se révèle à mes yeux plutôt plaisant, et en tout cas plus plaisant que la caméra dorsale, ce qui est un comble. Hein. Par contre, en luminosité plutôt faible, la photo devient quand même assez bruitée, ce qui est normal pour une caméra frontale de smartphone, donc là-dessus, je vais pas non plus le blâmer. En vidéo, nous pouvons filmer jusqu'en 720p, et le rendu est convenable en haute lumière. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, le capteur frontal pour le prix me satisfait. Et maintenant, voici les 2 extraits vidéo. Excusez-moi, les 3 extraits vidéo. Et une petite vidéo avec le Doogie F3 en Full HD 1080p. Donc là, je fais pas forcément gaffe au moment de la vidéo, mais déjà le framerate est ok, il est correct, y a pas de souci. Et puis les détails, est-ce qu'ils sont là? Ben clairement, les détails sont là, mais bon, encore une fois, l'autofocus a un tout petit peu de mal à se placer, parce que là, quand je fais du focus manuel, il a du mal à se placer. Hop là, touche ordinateur, ok, ça va. Un petit bouge, hop là, on remet un petit focus comme ça. Sincèrement, je trouve que le résultat est correct, mais sans plus, encore une fois. On dirait un peu le même résultat qu'en photo. Le traitement est assez agressif. Ça lisse pas mal la vidéo. Là, un petit arrêt. Ok. Mais bon, j'aime pas forcément, que ce soit en photo ou en vidéo, ce capteur. Et passons maintenant à la caméra frontale. Et une petite vidéo avec la caméra frontale en 720p, donc en HD ready. Elle, par contre, a un framerate qui est encore une fois très bon. Je trouve même le framerate meilleur de sa caméra frontale que sa caméra dorsale. Et je trouve d'ailleurs aussi l'image pas trop, enfin vraiment pas trop mal pour une caméra frontale. Donc je sais pas si le traitement logiciel est moins fort sur la caméra frontale, mais clairement j'aime bien. Sur la caméra frontale j'aime bien, alors que sur la caméra dorsale j'aime beaucoup moins. Bon bah je sais pas ce que ça donnera. Pour les micros, vous avez dû entendre là pendant les 2 parties de vidéo. Et une petite vidéo comme d'habitude dans ma cave. Et comme vous pouvez le voir par rapport au 15 G9000, le flash Doogie F3 est étonnamment très puissant. Donc là je vais retirer la petite coque du Doogie F3, donc 30 secondes. Voilà, je retire la coque et le flash est clairement vraiment fort. Là-dessus il n'y a pas de souci. D'ailleurs ça crée des petits problèmes au niveau de la gestion de la lumière, parce que comme vous pouvez le voir en bas de la vidéo, là, ici où il y a mon doigt, ça fait une sorte de rémanence rouge, ce qui est un petit peu bizarre. Mais bon, en vidéo, voilà. Clairement, le flash est bon, mais le traitement logiciel est encore une fois laisse un petit peu à désirer, disons. Donc là, comme vous pouvez voir, le mur est éclatant comparé au 15 G 9000 où c'est peut-être le seul truc qu'on voyait. Là, en remontant vraiment tout en haut des marches, comme j'étais avec le 15 G, on voit jusqu'en bas, ce qui montre vraiment que le flash est très bon. Par contre, j'espère que j'ai pas trop bouché le micro avec ma main, parce que je viens de remarquer que j'ai la main dessus. Et pour l'habituelle boîte que je vous montre, hop là, une belle boîte de ravioli, en faisant un focus dessus. Le focus vient assez rapidement. Et bizarrement, là, il a l'air d'avoir moins de retouches qu'en mode de haute lumière, où là, les photos et les vidéos sont quand même assez lissées. Donc c'est limite plus agréable une vidéo pardon, en basse lumière qu'une vidéo, qu'une photo en haute lumière, ce qui est bizarre. Et donc voilà pour ça. Et repassons maintenant au test, réellement cette fois-ci. Donc voilà pour la partie photo, et maintenant passons à la partie où je vais vous ouvrir le capot du téléphone, bien sûr, parce que le capot de la batterie est extractible, loul. Ok, si vous n'avez pas compris, c'était une blague. Donc ce que nous allons faire, nous allons juste vous montrer déjà l'arrière pour commencer, hop, la coque par terre. Donc l'arrière est fracturé, ça je l'ai déjà montré, et pour mettre la carte SIM, il faut passer par un unique port ici, qui est un port dual SIM. Donc je vais juste prendre 2 secondes pour aller chercher un petit outil. Donc voilà, j'ai trouvé un petit outil qui est normalement celui du InFocus, donc toi tu vas te taire, merci. Alors, c'est ici qu'il faut mettre le petit outil qui est fourni dans la boîte, je vous rassure, mais bon, je ne l'ai pas sorti pour l'occasion. Hop. Voici le port SIM, qui est un port dual SIM. Alors, comment ça marche avec ce port? C'est quand même assez, assez compliqué, je vais vous expliquer. Au-dessus, ici, vous pouvez mettre soit une carte normalement nano SIM, et en dessous une carte micro SIM. Donc, vous pouvez avoir un téléphone dual SIM. Par contre, vous n'avez pas la possibilité d'avoir une carte SD en ce cas-là. Si vous voulez avoir une carte SD, au-dessus, vous mettrez votre carte SD comme c'est marqué ici. Je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas, non, vous devrez arriver à le voir. TF là, ou en tout cas la petite carte, le petit logo. Et dans l'autre sens, vous aurez le port pour une carte micro SIM. Donc soit un simple SIM carte SD, soit un double SIM, si je dis pas de bêtises, nano SIM, micro SIM. Donc le système est assez compliqué, et puis pour le remettre dans son téléphone, enfin dans le téléphone, le rack, il faut vraiment bien tenir les 2 cartes. Il faut être genre comme ça, ici, un peu tremblé, et hop, normalement ça passe. Bon, par contre le rack pour carte SIM est plutôt de qualité, il est plutôt solide et assez épais, donc là-dessus il n'aurait pas cassé tout de suite. Mais malgré tout, je trouve que ce rack à carte SIM n'est pas la meilleure des idées. Je préférais par exemple comme sur le InFocus M810T, que j'ai posé où zut. Ah, faut que j'arrête de faire des digressions pendant les vidéos. Voilà.
le InFocus M810T, qui lui par contre a deux ports pour mettre d'un côté une carte SIM et de l'autre une carte micro SD. Donc ça je trouve que c'est un bien meilleur système. Doogee a voulu faire autrement, ça c'est leur problème. Pour ce qui est des accroches réseau avec ce téléphone, donc elles sont plutôt satisfaisantes, même si elles sont pas exceptionnelles, on va pas se mentir. Par contre, ce téléphone fait la 2G, la 3G, la 4G en toutes ses fréquences en France, donc ça peut être un bon point. Par contre, ce téléphone me semble quand même assez allergique à la 4G, je m'explique. Dans les coins où d'habitude je capte très bien la 4G, donc par exemple comme mon campus universitaire, des villes autour, tout ça, où la 4G est vraiment optimale, j'ai souvent navigué en H+, et le téléphone, des fois, pendant 5 minutes, s'est connecté en 4G, à 5 bars, avec un débit qui est juste très bon, et puis d'un coup il repère la 4G. Donc je sais pas si c'est un logiciel qui a un problème avec la gestion des réseaux, mais en tout cas je trouve que ce téléphone a des petits problèmes à capter correctement la 4G. Ça vous devez le savoir avant d'acheter ce téléphone. Pour ce qui est de la batterie nous a annoncé qu'une batterie de 2200 mAh, qui n'est donc pas extractible, et les autonomies sont peu ou prou ressemblantes à celles que j'ai pu observer sur le Umi Hammer, qui a aussi un écran 720p, un processeur presque aussi puissant. Donc je pense qu'il y a une légère exagération sur la batterie, je pense que c'est plutôt une batterie de 1800 ou de 1900 mAh que de 2200, mais bon. Les milliampères pour moi ça compte très peu, c'est surtout l'autonomie qui compte. Donc la batterie n'est pas extractible comme je vous ai montré, par contre si vous voulez vous amuser à faire entre guillemets comme moi et à tout casser à l'arrière, et ben allez-y, vous pourrez peut-être atteindre la batterie, même si comme vous pouvez voir, il y a une sorte de cache, et heureusement d'ailleurs, qui empêche d'accéder directement aux pièces à l'arrière du téléphone. Pour ce qui est du port pour carte micro SD, comme je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai testé jusqu'à 64 Go et il fonctionne tout à fait correctement. Là-dessus, j'ai pas eu de soucis. Voilà, il n'y a pas de capacité annoncée sur la boîte maximale. J'ai pu aller jusqu'à 64 Go. Peut-être que pour aller jusqu'à 128, personnellement, je n'ai pas de carte qui va aussi loin. Maintenant que je vous ai parlé de la batterie, parlons des autonomies. Et je vais prendre ma petite fiche parce que les autonomies, je ne les connais jamais par cœur, vu que je fais toujours plusieurs téléphones ou plusieurs appareils high-tech à la fois. Alors, les autonomies. Pour ce qui est de l'autonomie polyvalente, donc l'autonomie polyvalente, c'est l'autonomie que je calcule comme étant l'autonomie quand j'utilise le téléphone en tant que mon smartphone personnel. Et la plus basse valeur, c'était 2h27, ce qui est vraiment très peu. Et j'ai eu une occurrence où j'ai eu 3h27, donc je sais pas quand j'ai fait cette fois-ci, mais bon, j'ai eu une fois où l'autonomie a été plutôt bonne, où j'ai quasiment tenu la journée entière. On va pas se mentir, l'autonomie polyvalente est vraiment moyenne, voire faible. Ce téléphone n'a pas une bonne autonomie polyvalente. J'ai même pour ce test inauguré une sorte d'autonomie polyvalente légère. Donc cette autonomie polyvalente légère, j'ai refait la même autonomie que d'habitude, mais en retirant le GPS, le Bluetooth, les vidéos YouTube et les jeux. Donc au final un téléphone qui sert à téléphoner, aller sur les applications type réseaux sociaux et à envoyer des SMS. Et je n'ai pas eu de meilleures autonomies. Donc ce téléphone a vraiment une autonomie qui n'est pas bonne, vraiment très moyenne en autonomie polyvalente. En écran allumé, on est environ aux 5 heures. Encore une fois, c'est vraiment très moyen. On est au niveau du M-Star S700, qui lui, par contre, a une batterie pipotée. Ça, maintenant, je le sais bien. Pour ce qui est des autonomies en jeu vidéo, nous sommes entre 2h40 et 2h50. Encore une fois, c'est faible. D'habitude, je suis plus aux alentours de 3h, 3h30. Donc là, on est un petit peu en dessous. C'est moyen, clairement. Et les jeux vidéo font vite baisser la batterie, surtout quand vous utilisez longtemps votre téléphone. Pour ce qui est de l'autonomie YouTube, on tient environ 5 heures encore une fois, enfin 4-5 heures, ça dépend des résolutions du Wi-Fi, on va en parler tout de suite après. Encore une fois, c'est très moyen et ça mérite pas vraiment d'être appelé qu'une autonomie convenable. Et pour ce qui est de la recharge en moyenne, au bout d'une heure, vous obtiendrez entre 55 et 60% avec le chargeur d'origine, et au bout de 2h10, vous atteindrez les 100% de charge, ce qui est tout à fait correct. Bien sûr, il n'y a pas de recharge rapide sur ce téléphone parce que le chargeur est un chargeur 1 ampère. Donc voilà pour les autonomies, elles sont assez faiblardes et elles ne vous permettront pas de terminer la journée en usage intensif, voire même des fois en usage moyen, vous aurez du mal à terminer la journée, ce qui pour moi est réellement une aberration. Et tant qu'on est dans les aberrations, passons aux connectivités. Donc je vais pouvoir vous les montrer tout de suite, les connectivités grâce au téléphone. Voilà, clic clac. Donc dans le panneau, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons déjà du Wi-Fi. Et comme vous pouvez déjà le voir sur le Wi-Fi, je ne capte qu'une barre dans mon endroit où je teste les téléphones. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire le focus cette gentille caméra. Focus, allez, viens. Bon bref, il fera pas le focus, désolé. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà, il n'y a qu'une barre de Wi-Fi, ce qui dans mon lieu de tournage est une aberration. Je suis toujours entre 2, 3 barres, voire des fois 4 barres de Wi-Fi. Et là, je tourne entre des fois 2, souvent une, voire même des fois le Wi-Fi décroche. Oui, le Wi-Fi a carrément des fois décroché de mon lieu de tournage, ce qui est vraiment une aberration. Clairement, ce Wi-Fi est un point faible évident. Pour ce qui est du Bluetooth, lui aussi fait des conneries, parce que,
quand je l'ai utilisé avec mon casque Bluetooth, je n'ai absolument pu obtenir aucune musique. Genre j'avais de la musique pendant 5 secondes et après la musique se taisait pendant 30 secondes, puis revenait pendant 2 secondes, puis se taisait pendant 1 minute. Donc la puce Bluetooth est encore une fois gâchée en ce téléphone. En utilisation Android Wear aussi, la connexion est irrégulière. Donc Wi-Fi plus Bluetooth égale aberration totale. Avec l'autonomie, c'est parfait. Merci Dougie. Putain. Pour ce qui est du GPS, lui par contre fonctionne assez correctement. Il est plutôt fluide. Enfin, plutôt fluide. Il se fixe assez rapidement, même sur un fixe juste en GPS, sans la 3G, 4G et le Wi-Fi. Pour ce qui reste des connectivités, vous avez juste l'accès aux radios FM. Enfin, vous pouvez utiliser la radio FM avec un kit d'oreillette qui n'est pas fourni. Vous avez l'accès au VPN et au partage de connexion 3G, 4G comme d'habitude. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Par contre, le reste, nous n'avons pas de NFC. Bon, ça c'est logique. Pas d'infrarouge. Pas de gyroscope. Pas d'aide de notification. Donc, ce qui fait que des jeux comme Giant Boulder of Death, vous ne pourrez pas les utiliser. Et voilà, pas d'aide de notification. Donc la connectivité est relativement limitée pour un téléphone quand même qui maintenant se vend, je dis bien maintenant, se vend entre 120 et 150 euros. Ce téléphone a pris 40 euros d'inflation, comme ça, en ne se vendant pas, en étant en précommande. Ça aussi, on en reparlera à la fin, c'est une totale aberration, le prix du téléphone qui a enflé. Pour ce qui est de la 3G, 4G, vous avez une connexion complète, mais pour le reste, clairement, Dougie a été un petit peu à l'économie. Pour ce qui est des benchmarks maintenant, je vais vous les mettre à l'écran tout de suite. Voilà. Donc clairement, comme d'habitude, c'est pas là où je vais m'arrêter parce que les benchmarks ne m'intéressent pas. Donc si ça vous intéresse, vous mettez la vidéo en pause tout de suite. Ou sinon, vous irez voir dans la description où j'ai encore une fois, comme d'habitude, fait une petite fiche descriptive pour ce téléphone où il y a plein de choses dedans, les autonomies, les points forts, points faibles de ce téléphone en détaillé et notamment aussi le tableau de benchmark avec tous les benchmarks que vous voyez ici. Donc maintenant, passons à la partie que vous attendez tous, les jeux. Et maintenant, c'est parti, on change de plan. Pour ce qui est des jeux sur ce téléphone, donc le Dougie F3 a un processeur MT6753, donc c'est un, entre guillemets, le processeur plus récent par rapport au MT6752. Celui-ci, au lieu d'être cadencé aussi haut, est cadencé à 1,3 GHz. Le GPU qui est avec n'est plus un Mali T760 double cœur, mais est un Mali T720, excusez-moi. Mali T720 a, encore une fois, un double cœur à 500 MHz, si je dis pas de bêtises. Sincèrement, ce Mali T720 est très énigmatique parce qu'au début, on nous le vendait comme un processeur graphique 4 cœurs, mais au final, on s'est rendu compte que c'est un processeur double cœur dans les processeurs Mediatek. Donc, nous ne savons pas. Peut-être que c'est un 4 cœurs, peut-être un double cœur, peut-être que c'est un 500 MHz, peut-être que c'est un 700. Là-dessus, je ne pourrais pas plus vous éclairer. Pour ce qui est des performances en jeu, comme vous pouvez le voir maintenant, dans les jeux, en général, ça tourne pas trop mal. Dans les jeux 2D et dans les jeux 3D assez légers, nous n'aurons pas de problème à faire tourner les jeux. Encore une fois, dans le jeu 3D assez lourd que j'ai pris, qui est Reptile GP2, je n'ai pas eu trop de soucis, même en qualité graphique assez élevée. Mais au bout de, par exemple, quand j'ai fait mon test d'autonomie jeu, j'ai vu que Reptile GP2, au bout de 10 minutes, commençait à bien ralentir, que le téléphone chauffait bien. Donc je pense que pour les jeux, ce téléphone ne pourra pas, n'est pas adapté pour des longues séances de jeu. Il faudra vraiment plus se tourner vers un MT6752 ou alors un Snapdragon au minimum 615, 801, 805. Voilà, pas un 810 parce que le 810 chauffe trop lui aussi. D'ailleurs le 805 aussi chauffe pas mal, mais bon, chauffe pas énormément non plus. Bref, ce MT6753 pour moi manque un peu de puissance pour les jeux 3D assez lourds, mais pour des jeux 2D et pour des jeux 3D assez relativement légers, il n'y aura pas de souci. Et donc je vous laisse regarder la fin des jeux maintenant.
Donc voilà pour ce qui est de la partie jeu, et maintenant passons à la partie software, où on va parler maintenant du système d'exploitation. Donc le système d'exploitation sur ce téléphone, c'est comme toujours en Chine, c'est du Android. Et en plus c'est du Android qui est entre guillemets à jour, enfin quasiment à jour vu que le Android 6.0 n'est pas encore sorti sur tous les téléphones. Nous sommes ici sur un téléphone avec Android 5.1, ce qui est logique pour ce processeur parce qu'il ne dispose, enfin en tout cas Mediatek n'a fait une version d'Android que pour Android 5.1. Donc qu'est-ce que nous pouvons en dire? Donc c'est Android stock déjà dans l'esprit parce que nous n'avons pas de surcouche spéciale, mais nous avons un thème qui a été appliqué au-dessus d'Android stock et qui clairement d'une n'est pas fini. Je vais vous montrer tout de suite parce que le thème ici est noir. Comme vous pouvez le voir, normalement sur Android stock on est sur un thème blanc. Mais quand vous entrez dans les menus, le thème redevient blanc. Ce qui fait qu'en fait Douyin s'est dit on va faire que nous allons faire que le plumage. Et hop, non, excusez-moi, nous allons faire que le ramage de la bête. Mais le plumage à l'intérieur, nous n'allons pas nous en occuper. Donc c'est vraiment, encore une fois, une preuve d'amateurisme de Dougy qui s'est amusé à appliquer un thème sans aller au bout de son idée. Donc ce thème, d'une, n'est pas fini, et de deux, il est clairement moche. Comme vous pouvez voir par exemple les icônes de Galerie ou du Play Store, ce sont des icônes totalement ridicules. Personnellement j'aime pas, là vous pouvez voir appel et SMS c'est moche. Là le truc c'est pas une roue de vélo mais ça s'appelle l'icône appareil photo comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, clairement c'est pas beau et je n'aime pas ce thème. Après vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien, mais moi personnellement, ce thème me laisse clairement pantois par rapport au choix de Dougy. Encore une fois, c'est sûrement pour plaire plus au public chinois qu'au public occidental. Ça, je pourrais pas vous répondre plus que ça. L'interface, malgré tout, je peux vous dire qu'elle est relativement fluide, il n'y a pas de souci là-dessus, elle est même très fluide de manière générale. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas un peu de lag, il n'y a pas de souci. Par exemple, quand vous sortez le chargeur de notification, il n'y a pas de souci. Donc au moins sur ce point-là, Dougy a fait son boulot, mais bon, ils ont tout ruiné selon moi à cause du thème. Pour ce qui est de la gestion de la RAM elle est excellente, là-dessus c'est vraiment un point où j'ai vraiment rien à dire. Le système est en 32 bits, ce qui est en plus de la présence de 2 ZRAM dans le système d'exploitation, à avoir plein d'applis stockés en RAM sans avoir à ce que Android les vire. Personnellement, je suis monté jusqu'à 14 applications en RAM, ce qui est très bon. Donc rien à dire là-dessus, la gestion de RAM est excellente et Mediatek a fait un excellent travail là-dessus. Pour ce qui est des panneaux de notification et des quick settings, dans l'esprit celui-là aussi, il reprend celui d'Android stock, mais Dougy a trouvé encore une fois bon d'appliquer son thème dessus. Et son thème en plus encore une fois qui est très discutable une fois de plus. Et qui en plus a des idées qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, je sais pas si je pourrais le faire ici sans carte SIM. Ça m'étonnerait. Non, voilà, je peux pas le faire sans carte SIM, c'est dommage. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous avez cette icône-là, c'est que la collection de données est désactivée. Mais par contre, quand vous avez une autre icône qui s'affiche, donc normalement c'est l'icône d'Android stock, et les données sont activées et ça montre que Dougy n'a prévu qu'une seule icône dans son thème appliqué pour pour la collection de données, ce qui montre encore une fois que le travail a été fait à moitié. Pour ce qui est du reste, vous pouvez voir que c'est totalement classique, ils ont juste mis un thème noir. Donc, ce que vous pouvez voir ici en fait c'est le capteur le capteur de proximité qui sert aussi grâce à Dougy à déverrouiller l'appareil quand vous n'avez pas de mot de passe. Voilà, c'est un petit truc que j'ai rajouté, bon, disons qu'il mange pas de pain et qui ne gêne pas excessivement. Donc voilà, là-dessus, c'est un thème qui a encore une fois été un petit peu bâclé. Et le Wi-Fi, on va pas se mentir, l'icône Wi-Fi est buggée. Logiquement, quand vous appuyez là-dessus, comme sur le Bluetooth, voilà, ça s'allume, ça s'éteint. Mais pour le Wi-Fi, quand vous appuyez sur l'icône Wi-Fi, quand il s'éteint, il s'éteint, tant mieux. Et quand il s'allume, il s'allume. D'accord, merci de me faire mentir. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué? Parce que là, il me fait un petit peu mentir, le monsieur. Alors, voilà, c'est ça. C'est quand vous appuyez alors que le Wi-Fi est allumé, et ça va directement vous envoyer là-dessus. Non, d'accord, bon, je sais pas. Bon, c'est bien, c'est qu'avec ce Dougy, des bugs partent et des bugs reviennent. Purée. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne monte pas mes vidéos, on va dire, à charge contre Dougy. Les bugs partent, les bugs reviennent. Merci Dougy. Donc voilà, normalement, l'icône Wi-Fi buggée, maintenant elle ne bug plus. Bon, c'est tant mieux. Hein. Mais c'est pas une bonne chose que les bugs viennent et repartent. Avec l'icône du Wi-Fi, justement, reparlons-en, nous avons un autre problème, c'est que nous ne savons pas réellement quand le Wi-Fi est désactivé. Nous n'avons pas, on va dire, un icône qui d'un coup, d'un côté est barré, de l'autre côté n'est pas barré. Là, en fait, nous avons juste, si vous pouvez le voir, un petit point d'exclamation qui se met à côté du Wi-Fi quand il est éteint. Ce qui, je trouve, n'est pas un bon moyen de montrer que le Wi-Fi ne marche pas. Après, encore une fois, les choix de Dougy sont discutables. Et ils ont fait, selon moi, d'un panneau de notification relativement stock, un panneau de notification et de quick settings assez décevant et buggé.
Bon, pour ce qui est du lanceur d'application, je vous l'ai déjà montré juste avant, mais c'est le lanceur d'Android stock, mais sur lequel Doogie a appliqué leur petit thème qui est sincèrement moche. Par contre, il n'y a pas de souci, le lanceur est très fluide, je vais vous le montrer une deuxième fois, hein, pour pas avoir de mauvaise foi. Le lanceur est très fluide, mais encore une fois, les icônes sont moches. La galerie est moche, l'émission FM est moche, les emails, bref, non, n'en parlons même pas. Bref, ce thème d'icône, je ne l'aime pas du tout, et je pense que vous l'aurez compris. Pour ce qui est des applications préinstallées, nous avons toutes les applications d'Android stock. Pour ce qui est des applications Google, nous avons Gmail, l'appli Google, Play Jeux, Play Store, et Doogie a ajouté par-dessus quelques petites applications. Donc déjà, nous avons une application qui s'appelle, comme je vais vous le montrer, Xender. Une appli dont je n'ai pas compris l'utilité. Je vais juste vous en montrer un petit peu de quoi elle retourne. Donc nous avons application, appareil photo, galerie, je sais pas, puis nous avons ça. Donc Xender, j'ai pas compris à quoi ça sert. Je vais pas vous mentir. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons Document to Go, donc c'est une petite application sympathique en fait qui nous sert à pouvoir ouvrir des documents Office, donc je vais pas aller beaucoup plus loin, ça sert à ouvrir des documents Word, Excel, je crois, même PowerPoint si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons un gestionnaire de fichiers qui est le même que celui du Lenovo A399, donc c'est le gestionnaire de fichiers que j'aime bien et qui fonctionne pas trop mal. Donc là-dessus, c'est un bon choix fait par Doogie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons Go Keyboard, alors que j'ai désactivé parce que c'est un clavier qui est totalement ridicule et qu'il faut désactiver d'urgence dès que vous avez le téléphone. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi Power Saver, donc Power Saver qui est une petite application qui sert en fait à pouvoir économiser de la batterie avec différents modes d'économie. Mais bon, que je me suis jamais servi parce que, selon moi, en ayant testé, il n'apporte pas beaucoup d'économie d'énergie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi serrure de logiciel, donc encore une fois un truc très bien traduit, merci Doogie, qui sert en fait à mettre un mot de passe sur certaines applications pour pouvoir les protéger individuellement. Ça peut être utile, mais bon, moi qui l'ai utilisé quotidiennement pendant une semaine, ça m'a bien saoulé. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi la torche, nous avons aussi une lampe torche offerte par Doogie, qui me permet de voir que le flash est vraiment de qualité tout à fait convenable. Il éblouit bien la caméra, ce qui montre que Doogie a fait l'effort de mettre un bon flash. Merci Doogie. Bref, voilà. Et la dernière chose, c'est Voice Assistant. Et Voice Assistant, qu'est-ce que c'est? C'est simplement en fait normalement une application qui nous sert à pouvoir à définir un mot-clé pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Mais en ayant testé pendant 3-4 jours, cette fonction est totalement buggée, marche pas. Donc voilà, je l'ai totalement dégagée. Donc on a relativement peu d'applis préinstallées au premier démarrage, mais certaines mériteraient carrément de dégager de simplement de ce téléphone. Hein. Par exemple, Go Keyboard, faut qu'il dégage. Xender, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, il y a des choix discutables, mais bon, Doogie nous a mis assez peu d'applications préinstallées, on va pas non plus les blâmer là-dessus. Pour ce qui est de la mémoire, nous avons une mémoire de 16 Go qui n'est pas partitionnée, ce qui est un bon point. Sur cette mémoire, on peut aussi déplacer les applications depuis la mémoire sur la carte SD, ce qui est encore une fois un bon point. Je ne peux pas vous le montrer ici parce que j'ai pas de carte SD, mais je vous l'assure. Mémoire de 16 Go, vous pouvez voir que j'ai carrément rempli quasiment, donc il va falloir que je vide le téléphone. Hein. Et qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? J'ai vraiment pas grand chose à dire, on peut installer facilement toutes les applications que l'on veut sur la mémoire, et puis par exemple sur la carte SD, installer toutes ces musiques, tous ces films. Sur les deux mémoires, elles sont totalement complémentaires, il n'y a pas de souci. C'est un bon point où Doogie a enfin fait son boulot correctement. Merci Doogie. Pour ce qui est des mises à jour, nous avons un utilisateur de mise à jour OTA qui est disponible, mais en un mois, je n'ai eu aucune mise à jour OTA. Donc je vais quand même aller vous montrer une mise à jour. Comme vous pouvez voir, la dernière mise à jour date du 31 août 2015, même si le focus avait un peu de mal à se faire. Je pense que c'est lisible, voilà. Faisons une recherche de mise à jour devant vous. Hop. On recherche. Allez. Pousse. Votre appareil est à jour, donc pas de mise à jour OTA pour ce téléphone. Est-ce qu'il y en aura un de ces jours? Je ne sais pas. Mais bon, je doute fortement quand même. Et faites une croix déjà tout de suite en achetant ce téléphone. Si vous avez envie de l'acheter, parce que sinon, si vous l'achetez, c'est que vous êtes quand même assez suicidaire. Faites une croix directement dessus sur le fait que vous puissiez obtenir un jour Android 6.0, donc Android M. Le root est possible sur ce téléphone, je pense. Encore une fois, j'ai pas amusé à tester, mais bon. Le root d'Android 5. Sur des logiciels génériques comme par exemple KingRoot, ça va être possible, parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Mais je pense que c'est la seule chose que vous pouvez faire, même notamment sur Nidrom, vous n'avez même pas de quoi remettre de réinstaller la ROM sur le téléphone si vous le briquez. Je pense que sur le site de Doogie il doit y avoir, mais bon, je ne me suis pas aventuré dessus, donc je ne pourrais pas vous le certifier. Et donc voilà, c'est les seules choses que je peux vous dire par rapport aux mises à jour, aux manipulations possibles sur ce téléphone.
Donc voilà, la partie software terminée, le test terminé, et passons maintenant à la partie avis, où je vais pouvoir vous détailler mon avis sur ce téléphone avec les points positifs, les points négatifs, et pouvoir vous dire aussi s'il faut acheter ce téléphone ou pas. Et bon, je pense que au fur et à mesure de la vidéo, vous avez compris mon avis qui est déjà assez bien fait. Donc pour ce qui est des points positifs, nous avons je sais pas, non je déconne. Bon, les quelques points positifs qu'on peut retirer, c'est la gestion de la RAM qui est excellente, et le micro en appel qui est de bonne qualité en même temps que l'écouteur. Donc entre guillemets, les bons points, c'est que c'est un bon téléphone en termes de téléphonie et que la gestion RAM est bonne. Voilà, c'est tout. Les points neutres, on va dire qu'ils sont ni positifs ni négatifs. Le fait que ce téléphone soit incompatible avec les 20 Go de data chez Free, bon, ça c'est un problème de Free et pas du téléphone. J'ai eu quelques applications qui sont incompatibles, qui n'ont pas voulu s'installer. Par exemple, j'ai eu Basket Info et Via Navigo, que j'utilise habituellement. Les traductions qui sont imparfaites, mais bon, ça, on peut pas leur en tenir vraiment rigueur parce que c'est beaucoup de téléphones chinois qui n'ont pas toutes leurs traductions qui sont parfaitement faites. Elles sont faites en anglais, mais bon, ça reste compréhensible pour ceux qui n'ont pas beaucoup de notions d'anglais. Les widgets du lanceur d'application qui sont livrés par défaut, qui ne sont pas adaptés, on va dire, à l'écran. Comme vous pouvez le voir, ce widget est adapté, il n'y a pas de souci. Par contre, celui-là, vous ne pouvez pas le grandir. Celui-là, on peut pas. Enfin, il est bien, mais celui-là n'est pas bien, il n'est pas adapté. Et on ne peut pas l'agrandir. Donc c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, je n'en tiens pas rigueur à ce téléphone parce que ce bug apparaît sur tous les téléphones qui ont le Launcher 3. C'est le nom du lanceur sûrement utilisé par Mediatek. Pour ce qui est des points négatifs, on est déjà au point négatif, merde. La puce Bluetooth qui déconne totalement en connexion avec mon casque, c'est ridicule quand on voit des copies à moins de 100 €, notamment qui font mieux que ce téléphone. Comme qui dirait, suivez mon regard, si vous le connaissez celui-là. Ensuite, deuxième point négatif, la faiblesse de la portée du Wi-Fi. J'ai eu des décrochages de ma borne Wi-Fi depuis le lieu où je tourne. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer quand même que ce Wi-Fi est pathétique. On va prendre le Asus Zenfone, tiens. Voilà, que j'ai pris en dessous de ma main. Pour remettre un petit peu de lumière. Voilà. Le Wi-Fi est à 4 barres. Et avec le Doogee F3, le Wi-Fi est à 1 barre. Ah, 2 ici. On a entre 1 et 2 barres. Est-ce que vous pensez pas qu'il n'y a pas un petit problème là? Bref, après on va me dire que je suis pas à station, mais là clairement le Wi-Fi il laisse clairement à désirer, donc c'est un point négatif énorme. Ensuite, l'écran qui est qui n'est pas parfait déjà pour commencer, qui nous est trop marketé. Il est clairement trop marketé cet écran. On nous dit écran LG, écran machin, mais non, cet écran n'est pas un bon écran 720p. Les pixels sont clairement visibles, c'est pas un écran de bonne qualité. Et puis en plus, je sais pas si je pourrais montrer en caméra. Non, impossible de montrer en caméra. Quand on regarde le téléphone dans cet angle-là, on voit que l'écran est mal posé du fait qu'on voit des traces noires. Ça fait un petit peu partout. Donc, je sais pas ce qui s'est passé au moment du montage en usine. Est-ce que c'est en usine qu'ils se sont plantés avec ce téléphone? Dans tous les cas, il y a sûrement un truc qui touche l'écran et ça montre vraiment que ce n'est pas de la bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? La solidité du câble USB donné avec ce téléphone qui a littéralement mis une semaine à se casser. Ce câble USB que je vous ai montré pendant la partie le déballage de ce téléphone, il a mis une semaine avant de ne plus pouvoir fonctionner. Le bout s'est cassé, d'ailleurs je vais vous le sortir. Et où est-il ce câble USB? Où est-ce que j'ai mis la boîte? La boîte elle est là. 2 secondes, on patiente. Voilà, le voici ce câble USB. Et regardez-moi cet embout. Voilà, le câble USB est cassé, il ne rentre plus. Et donc voilà, la seule chose que je vais faire avec, et écoutez bien si possible, voilà, poubelle. Je l'avais pas fait jusqu'ici, j'attendais la vidéo pour le faire. Ensuite, autre point négatif, la matière plastique qui entoure le port micro USB qui s'effrite en permanence, ça c'est dégueulasse clairement. Le verre qui est très fin par ailleurs à l'arrière du téléphone, qui a cassé sur une chute plutôt banale, donc de la hauteur de ma poche comme je vous ai dit. Et on peut donc remarquer encore une fois de plus, comme sur d'autres vidéos que j'ai pu voir d'autres testeurs, que les écrans et que les vitres 2,5D sont clairement moins solides que les vitres totalement plates qu'on voit sur les autres téléphones. Ensuite, je vous ai montré tout à l'heure les câbles USB qui tenaient mal dans le port micro USB, qui c'était encore une fois une aberration, ça montre encore une fois que Doogee fait des conneries. Le capteur photo que je trouve trop exposé, parce que le capteur photo, je ne l'ai pas remontré spécialement ici, mais il est en excroissance, et donc quand vous posez le téléphone, c'est ça qui prend direct quand vous posez le téléphone, et j'ai déjà réussi à faire quelques rayures dessus, donc pensez-y à terme que votre téléphone va être tout rayé au niveau de l'appareil photo.
Enfin, le dernier point, mais pas des moindres, c'est l'appareil qui a tendance à chauffer beaucoup trop par rapport au SoC utilisé, qui je rappelle est un MT6753. Et pour le reste des specs, je vous rappelle aussi c'était 16 Go de mémoire, 2 Go de RAM, bon, là-dessus il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, parlons de la partie qui va être assez longue, c'est les bugs. Donc il y a plein de bugs dans ce téléphone grâce au travail de Dougie qui est magnifique pour nous pourrir les téléphones. Qu'est-ce que nous avons déjà? Le fait que quand vous êtes en train d'appeler quelqu'un, et quand vous posez votre téléphone sur votre oreille, celui-ci croit en permanence que vous décollez en fait de votre oreille, ce qui fait qu'il va passer son temps en permanence à vibrer, parce que lui, je sais pas ce que Dougie a fait, dès que vous décollez le téléphone de votre oreille, l'écran se rallume et il vibre. Donc ce qui fait que vous êtes en permanence, quand vous avez votre téléphone à l'oreille, en train de faire c'est classe. Ensuite, nous avons le conflit entre ça. Voilà, comme vous pouvez voir, ça, c'est un geste qui, chez Dougie, fait monter et descendre le volume. Et normalement, le geste d'Android stock, qui consiste en fait à quand vous mettez les deux doigts depuis là-haut, faire que vous accédiez directement au Quick Settings. Là, quand vous activez le geste pour le volume, c'est impossible, ça ne marche plus, oubliez-le ce geste. Bref, voilà, merci Dougie. En utilisant l'appareil photo Google aussi, j'ai pu avoir carrément des crashs d'appareil photo, je ne pouvais plus utiliser ni l'appareil photo, ni le flash. Yes. Qu'est-ce que nous avons eu d'autre? Parce que j'ai une longue liste. Alors, j'ai eu aussi un problème avec les notifications. Je sais pas si j'en ai une là ici. Voilà, je vais en avoir. Quand vous dépliez la notification, ça ne fait pas que celle-là. Ça fait pas que celle-là, ça fait pas que celle-là. D'accord, bon. Encore une fois, un bug qui a dû apparaître et disparaître. J'ai eu des moments où les notifications ne se dépliaient pas entièrement. En fait, je commençais à déplier, et quand je dépliais, ça restait coincé ici, au lieu d'aller directement en bas. Donc c'est un bug que j'ai eu, mais qui n'a plus l'air d'être là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi le toggle des Wi-Fi, du Wi-Fi que j'ai montré tout à l'heure, mais qui encore une fois a disparu. Enfin, excuse-moi, toggle, ça veut dire le petit bouton pour le Wi-Fi qui ne bug plus, bizarrement. Bon, bah tant mieux, encore une fois. Un autre bug qui m'est arrivé une fois, alors celui-là, ce bug-là, il est magnifique. C'est, j'étais en train d'écouter de la musique sur mon téléphone, puis d'un coup, la musique s'arrête totalement. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais voir pour la rallumer. La musique ne se rallume pas, l'application musique ne se rouvre pas. Donc je vais dans les paramètres ne s'ouvrent pas. Donc le téléphone, je ne pouvais totalement plus utiliser aucune application. Donc qu'est-ce que je fais? Je redémarre le téléphone, et qu'est-ce qui se passe? Et bah le téléphone se bloque pendant le redémarrage. Donc j'ai dû faire un hard reboot. Donc un hard reboot, si vous ne savez pas, c'est de simplement rester appuyé pendant... Excusez-moi pour le micro. Rester appuyé pendant 10 secondes sur la touche de volume on off. Donc c'est à dire que hop, rester appuyé pendant 10 secondes sur la touche comme ça. Donc voilà, on attend. Je sais pas si ça a marché. Ça a marché, voilà. Et comme vous pouvez voir, le téléphone sort de son mode de blocage et redémarre. Donc c'est ce que j'ai dû faire pour pouvoir redémarrer le téléphone. Et une fois redémarré, le téléphone s'est remis à fonctionner normalement. Donc ce bug, je l'ai eu une fois. Je sais pas s'il réapparaîtra un jour, mais bon, c'est un bug totalement étrange. Ensuite, un autre bug rigolo, comme je l'ai montré tout à l'heure dans les multitouch testers, dès que le téléphone aura redémarré, c'est le fait que quand vous mettiez 2 ou 3 doigts, le multitouch tester se fige. Pourquoi? Parce que en fait, notre téléphone anticipe les mouvements d'activation que Dougie a rajouté. Donc, les fameux 2 doigts pour monter et descendre le volume, et quand vous mettez 3 doigts, c'est pour soit faire une capture d'écran, soit pour ouvrir la caméra. Donc là, je vais pas vous le montrer. En remettant sur le multitouch tester, multitouch test, par exemple, hop, 3 doigts, voilà, il fige. Pourquoi? Parce que le téléphone anticipe le fait que vous allez faire, hop, monter pour avoir la caméra, voilà, qui arrive, ou alors, dans l'autre sens, descendre pour faire une capture d'écran. Donc, super, le téléphone anticipe vos mouvements, pareil pour 2 doigts, quand vous faites ça, là, ça se bloque parce qu'il est en train de gérer le volume, et il ne gère plus du tout ce qui se passe sur le multitouch tester. C'était un bug rigolo, ça, mais bon, qui n'a pas de grande importance, au final, dans l'utilisation du téléphone. Enfin, la dernière chose que je vais vous souligner dans les bugs, c'est le fait que quand vous mettez la luminosité automatique, qui se met bien sûr ici, non pas ici, affichage, luminosité automatique, adaptation de luminosité, et dans les quick settings, vous n'avez plus de barre pour pouvoir gérer la luminosité. Ce qui pour moi est une connerie, vous ne pouvez pas adapter la luminosité automatique par rapport à une intensité que vous voudriez. Donc pour moi c'est de la connerie. Et excusez-moi que vous entendiez des voix derrière, c'est ma maman qui gueule. Donc voilà, c'était la dernière connerie pour pouvoir mettre la cerise sur la chantilly du Dougie F3. Donc voilà, ce test est terminé, cet avis est terminé. Et qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Je pense que vous en doutez. Ce téléphone me paraissait à l'origine sympathique sur le papier. Sincèrement, il avait des specs respectables pour son prix. Un MT6753 avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM pour 120€.
avec en plus une caméra 16 mégapixels et 8 mégapixels. Les specs sont très belles hein, pour le prix, y a pas de souci. Mais ce téléphone m'a clairement déçu par sa solidité, mais surtout par ses bugs qui montrent que Doogee n'a clairement pas pris le temps de bien faire son téléphone. Ce téléphone, clairement, il est surmarketé par la marque, et à tous ceux qui ont précommandé et qui n'ont pas encore reçu, ou en tout cas qui n'ont pas encore reçu de mail pour vous dire que Tiny Deal vous l'a expédié, sincèrement, annulez vos commandes, annulez vos précommandes. Allez sur un autre téléphone qui soit sur notre marché ou sur un marché, sur le marché chinois, mais ce Doogee F3 n'est clairement pas un bon téléphone. Sur le papier, il est bon, en jeu, il est bon. On va dire, à la première impression, quand vous l'utilisez, il est très fluide et très sympathique, mais les bugs vont vite fait vous rattraper et vous pourrir clairement votre expérience utilisateur. Donc, pour la première fois dans l'histoire de ShinTokTok à votre porte, je ne vous recommande pas ce téléphone. J'ai fait un test super long pour un téléphone que je recommande pas. Sincèrement, je suis un maso. Bref, voilà, c'est la fin du test du Doogee F3, un téléphone qui lui aussi, excusez-moi, mériterait de finir au même endroit que le câble USB, c'est-à-dire dans la poubelle. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un petit pouce dans votre sens, je m'en fiche. Le tout, c'est qu'il y a déjà un avis. Et si vous avez envie de commenter pour vous donner votre avis par rapport au format, au téléphone, à n'importe quoi, je vous laisserai le faire dans les commentaires. Donc voilà, je n'ai plus rien de spécial à ajouter et on se revoit bientôt pour une future vidéo high-tech. Autre chose, allez!